Salut à tous les amis, aujourd'hui c'est le débrief de la 5e journée des championnats du monde de Tokyo et on a un invité assez intéressant, un expert de l'athlétisme, Étienne Sport, c'est son nom sur Instagram, n'hésitez pas à aller le suivre, mais j'imagine que vous le connaissez déjà. Aujourd'hui on va parler des 4 finales qui ont eu lieu, avec notamment le 1500 mètres masculin, la longueur masculine et également 2 finales où il y avait des Français et des Françaises, la perche féminine, le 3000 mètres cycle féminin et de toutes les autres courses et tous les concours qu'il y a eu aujourd'hui. Alors installez-vous bien. Vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Encore une journée assez exceptionnelle à Tokyo. Moi, je me suis personnellement régalé. On va partager un grand moment de sport, à mon avis, avec Étienne de la page Étienne Sport. Allez le suivre parce que c'est assez fou ce qu'il présente depuis quelques mois, années. 88 000 followers. C'est bientôt ce qu'on va attendre bientôt avec la chambre d'appel et Alex. Et je voulais juste, avant de te laisser la parole, Étienne, te dire que moi, je suis ça depuis pas mal de temps. Tu parles de pas mal de sport. C'est assez sympa. Et j'adore ta bio, juste un mec qui parle de sport. Je trouve ça fou, c'est ce qu'on va faire là. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes et après nous dire comment tu ressens un peu ces championnats du monde de Tokyo? Nous, on est super excités de débriefer chaque fois et aujourd'hui encore plus avec toi. Eh ben oui, tu l'as dit, ma bio c'est juste un mec qui parle de sport et c'est juste ça en fait. Je me revendique pas plus. Je suis pas un média, je suis pas plus. J'aime juste parler de sport. J'adore le sport et j'adore raconter des histoires. Donc voilà, je parle de sport et particulièrement de l'athlétisme parce que voilà, je suis un ancien athlète de bon niveau, on va dire. Et donc c'est mon sport depuis tout petit en fait et c'est le sport que j'aime le plus et que j'aime toujours le plus regarder. Donc là, je me régale en ce moment sur les championnats du monde. Rien de plus à dire, hein, vraiment je me régale. Ouais, là t'es servi parce que voilà, on est au 5e jour, on est à la moitié des championnats du monde. Il y a eu déjà une médaille pour les Français, il y a eu des perfs assez intéressantes dans beaucoup de disciplines, des surprises, des confirmations. Et aujourd'hui, on est plus du côté un petit peu des surprises et des révélations. Avec la première chose, on va parler du 1500 mètres masculin. Franchement, ce 1500 mètres depuis le début, il a ni queue ni tête. On va reprendre les choses chronologiquement. Ce qui s'est passé déjà, c'est que Hobbs Kessler et Yaren Nuguse, les deux Américains médaillés olympiques qui ont des records à moins de 3,30, eux ils sont même pas qualifiés pour les championnats du monde, ils se sont fait sortir dans leur sélection US pendant les trials. Et ils n'ont pas réussi à se qualifier via la wildcard qu'offrait la Diamond League. Ça déjà c'était un bon rebondissement, c'était quelque chose qu'on n'attendait pas forcément. Ensuite, dans les séries, Asdin Abs, notre Français, recordman de France depuis le meeting de Charletti, meilleur performeur mondial de l'année, qui se fait sortir dès les séries avec Kush, le deuxième meilleur performeur mondial de la saison, la pépite du Kenya, qui va certainement battre le record du monde dans les années à venir. Eux, ils se faisaient sortir. Jacob Ingebrigtsen, lui aussi, se faisait sortir en série. Franchement, ce 1500 mètres, déjà, c'était une dinguerie. Ensuite, on arrive en demi-finale. Le champion olympique Cole Hawker qui se fait sortir qui se fait disqualifier pour une bousculade. Là, on se dit, mais qui va gagner ce 1500 mètres? Il nous restait quelques favoris, il restait Laros, le Hollandais. On se disait, bon, voilà, la route s'ouvre pour Laros, ou Timothy Cheruiyot, l'ancien, qui a déjà fait des podiums mondiaux. Et non, c'est Isaac Nader, le Portugais, que personne, franchement, Étienne, dis-le nous si tu l'avais vu avant, mais personne ne l'avait vu venir, ce Portugais. Non, clairement, j'avais pas du tout parié. Moi, je pariais très très fort sur je viens de manger son nom alors que tu viens de le dire. Laros. Le Hollandais, le tout jeune. Ouais, Laros. Laros, oui. Laros, oui, clairement. Et même quand il y avait encore tout le monde, même dès le début des championnats, je pensais qu'il allait gagner. Sur les dernières Diamond League, il avait été vraiment très impressionnant. Je le trouvais très très fort et je pensais qu'il allait gagner. Et quand on le voit dans la dernière ligne droite être pile en deuxième position, on se dit c'est du tout cuit. Il va déborder Whiteman dans la dernière ligne droite et c'est fini. Mais en fait, il coince. Ouais. Il y a vraiment le Portugais qui revient de nulle part. C'est fou et c'est même une constante, je trouve, dans ces championnats du monde où sur toutes les courses de demi-fond, j'ai l'impression qu'on a que des surprises sur toutes les courses. C'est assez fou. Ouais, franchement, il y a beaucoup de surprises. Là, pour moi, c'était une sacrée surprise parce que Kerr qui se fait peut-être entorse, une crampe, on sait pas trop. Franchement, il veut pas s'arrêter. Il finit. Le mec, il a dû se déchirer le mollet si c'était vraiment une crampe qui exagérait ou exagérait le truc, je sais pas. Mais Kerr, il était très à l'aise en série, en demi-finale. Il a fait une super saison. Moi, je le voyais vraiment être aux avant-postes très tôt. Alors, on sait pas trop ce qui s'est passé encore. On aura les infos. Un Portugais, Nader, qui arrive. Alors, il vient pas de nulle part, ce Nader, quand même, parce que quand on fait nos recherches, on se dit attention quand même à Nader, c'est un mec qui a fait 3,29,37 cette année,
deuxième en Diamond League derrière Koch, le Kenyan dont on a parlé, qui est le phénomène du 1500 d'après moi. Donc ce gars-là, c'est pas n'importe qui, mais on s'attendait pas forcément à ce qu'il soit à cet avant-poste-là. Par contre, Nader, c'est son premier podium au niveau international, troisième des championnats d'Europe cet hiver, donc c'est pas n'importe qui non plus. Hein. Franchement, le mec qui a misé son PEL sur Nader, il est riche là maintenant, hein, franchement. C'est un peu comme celui qui a misé sur Jimmy Gressier ou Bimiche sur le 3000 mètres steeple. Tu l'as dit, Étienne. Franchement, sur les courses de demi-fond masculines, c'est une dinguerie. Comme il y a que des surprises, c'est assez fou. Alors, est-ce que la moiteur et la chaleur de Tokyo fait peur aux favoris et ils se disent bon, je veux pas me cramer, je veux pas courir devant, faut pas que ça aille vite et ils ont peut-être trop confiance en leur finish pour gagner. Mais ouais, franchement, je ne vois que cette explication. Parce que les filles, elles ont pas eu peur. On en parlera un peu plus tard sur le 3000 mètres steeple. Boum, ça court 8,51, pas loin de la meilleure perf mondiale de l'année. Les filles, elles ont pas peur. C'est assez incroyable. Ouais. Et juste pour revenir aussi sur le 1500, mais ça va avec le reste de la saison en fait, où je trouve que la densité, on parlait des meilleurs et tout, oui c'est les meilleurs, mais en vrai ils ont pas beaucoup d'avance. La densité sur la discipline, elle est complètement folle. Et en vrai quand ils partent dans les courses, bah, déjà on l'a vu rien que pour rentrer en finale, c'était déjà très difficile. Et en fait il y a 10 gars qui peuvent gagner quoi. C'est vraiment, on l'a dit, il y a beaucoup de favoris qui se sont fait sortir et pourtant il restait encore énormément de talent. Et d'ailleurs ça se voit même, je dis cette année, mais c'est même depuis plusieurs années, parce que aucun coureur n'arrive à conserver son titre sur le 1500 mètres. On l'a dit, Ouais. hein, il y a Kerr qui a gagné, Hawker, avant c'était Whiteman, avant c'était Ingebrigtsen, et personne n'arrive à conserver ce titre sur 1500 mètres. À chaque grand championnat, on change de vainqueur. Et ça montre juste que la discipline, elle est hyper dense en fait. Ce qui est super intéressant sur ce que tu dis, c'est qu'il y a quelques années, on avait deux, trois cadors, ténors de la discipline. Il fallait courir en 3,28, 50, 3,29. On était assuré, même en 3,30 ou moins de 3,30. Ça se gagnait souvent en moins de 3,30 quand même, les championnats du monde du 1500 mètres. On était assuré de gagner. Là, maintenant, il faut 30 mecs qui vont faire moins de 3,30, bah tu sais pas qui c'est qui peut gagner parce que ça va se jouer en 3,33, 3,34, c'est différent. J'aime beaucoup aussi ce que proposent les Européens cette année au championnat du monde parce que je les trouve super intéressants. Et au-delà de ça, t'as un Portugais, t'as un Anglais, t'as un Laros qui finit juste derrière. C'est très très fort les Européens sur ce 1500 mètres. Et attention quand même au troisième, hein, pas à Timothy Chariot qui est le plus âgé, qui est le vice-champion olympique, qui finira quatrième de la course tout à l'heure, mais Romuald Chariot qui a seulement 21 ans et qui est très très talentueux. On le voit très souvent aux avant-postes des courses. Et pour le coup, avec un coach aussi, ça fait trois athlètes très très forts au Kenya évidemment. Ouais, c'est sûr que le Kenya, de toute façon, c'est une terre de champions. Mais là, pour rebondir sur ce que tu disais, Étienne, aussi, où c'est souvent des nouveaux champions du monde, des nouveaux champions olympiques, quand il n'y a pas d'hégémonie qui se crée sur le 1500 mètres masculin. On a failli voir Whiteman retrouver le titre de champion du monde qu'il avait pris à Eugene à la surprise générale à l'époque, je m'en souviens. Là, on y a cru pour lui et non, il se fait déboîter pour 200e par le Portugais Nader. Mais ça fait une belle course, ça fait des belles vibrations. On imagine qu'au Portugal, c'est la même folie que ce qu'il y avait chez nous quand Jimmy Gressier a gagné, la même folie qu'il y a eu quand Bimiche, le Néo-Zélandais, a gagné. C'est aussi pour ça qu'on aime l'athlétisme. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'était finalement une belle course. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, je crois que c'est Diagonet qui le dit sur France TV, où il dit les gens se régalent sur les championnats alors qu'il n'y a pas des très grosses performances, mais parce qu'en fait, il y a des très belles courses. Et finalement, les performances en championnat, j'ai vu beaucoup de gens critiquer, notamment bah, sur Jimmy Gressier, le chrono, hein, c'est le moins bon chrono des 20 dernières années ou je sais pas quoi. Mais les performances, on s'en fiche complètement. Et ce qu'on demande, c'est du spectacle. Et là, pour le coup, en termes de spectacle, on est servi. Ça, Parce on peut rien dire. il a la même médaille que Mo Farah ou que Bekele, hein, Ouais, Jimmy complètement. Gressier. C'est la même médaille. Et C'est là, pas le ça se même gagne en chrono, mais on s'en 3,34. fout. C'est pareil, c'est nul Ouais, ouais. 3,34 pour tous ces gars-là. Mais Ah, on c'est s'en clair. fiche. On s'en fiche complètement. C'est clair. Mais je trouve quand même qu'il y a une interrogation qu'il faut se poser par rapport au côté un peu tactique des Africains qui changent un peu d'état d'esprit sur les courses, qui mènent un tout petit peu moins. Et je pense que ça fait la faveur aussi des Européens, des Américains. Et moi je trouve ça très bien parce que ça permet aussi d'avoir une universalité pardon encore plus importante sur toutes ces disciplines.
Ce qui est sûr, c'est que c'était un beau 1500 mètres. Et on va enchaîner avec le concours de la longueur masculine. Et moi, Stéphane, tu sais que là, je suis content. Je suis très content parce que moi, Mattia Fourlani, ça fait longtemps que j'en parle avec Stéphane, longtemps qu'on C'est le un beau suit. prénom, hein. C'est un très beau prénom, voilà, exactement. Ouais, non, je me souviens, Mattia Fourlani, Stéphane et moi, on l'a connu au championnat d'Europe cadet. Quand il fait champion d'Europe cadet au saut en longueur, il avait déjà fait 8 mètres. Ce jour-là, 8,04, je crois, ou quelque chose comme ça. Et il avait fini devant Thomas Martinez, le français, qui est de chez nous, vers Montpellier, qu'on connaît un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'on avait retenu ce nom de Mattia Fourlani. Et depuis ce jour-là, moi, je m'étais dit, ce gars-là, il a du feu dans les jambes, il va aller loin. Et là, c'est la consécration. Il fait champion du monde cet hiver, il fait champion du monde cet été, 8,39, record personnel en finale du championnat du monde. Ça annonce quand même le début d'un règne pour Furlani, j'ai l'impression, parce que voilà, être capable de battre son record dans un final de grand championnat, c'est ce qu'on attend de champion. Est-ce que tu l'avais vu venir, toi, un peu, Étienne, ce podium-là, et notamment Mattia Furlani? Le podium, non, parce qu'en fait, vraiment, je pensais Tentoglou, Ouais. honnêtement. Même si on l'avait un peu moins vu cette saison, Tentoglou, pour le coup, on en parle, lui, c'est vraiment un homme de championnat, quoi. À chaque fois, il a battu tout le temps ses records dans les championnats. Et voilà, je pensais qu'il allait encore nous faire un coup. Et du coup, non, mais c'est pas non plus étonnant de voir Furlani. Il fait vraiment une grosse saison. Il a été champion du monde en salle, comme tu le dis. Et on sait qu'il est très fort. Et surtout, c'est vrai que c'est un très beau sauteur en longueur. C'est vraiment très beau comme il saute. Après, on peut être déçu pour le coup là des performances. Autant sur le demi-fond on s'en fout, autant là c'est vrai que gagner un championnat du monde à moins de 8,40 m, c'est un petit peu décevant. C'est une discipline qui a du mal quand même depuis quelques années. Il y a eu des grosses performances de la part de Tentoglou, mais là du coup bah il se blesse je crois dans le concours parce qu'il fait 7,83 et du coup bah derrière oui ça se gagne à 8,39. Voilà, quand on se rappelle que sur le même dans la même ville en 1991, il y a eu des mecs qui ont sauté à 8,90 m. C'est vrai qu'on se dit, purée, c'est un petit peu triste, mais bon. Il faut gagner, c'est un championnat, il faut gagner. Lui, il a gagné. Franchement, le plateau, il était exceptionnel. Le plateau proposé sur cette finale était dingue parce qu'on a Tintoglou, le grec, le double champion olympique, champion du monde en titre, record personnel à 8,65. On avait Tajay Gale, le Jamaïcain, 29 ans, champion du monde en 2019, qu'on n'avait pas revu ces dernières années, qui ressort un peu là du bois cette année. Mattia Furlani, qui était déjà champion du monde cet hiver, troisième des Jeux olympiques. Moi, je trouve que le scénario a été plus exceptionnel que les performances. T'as raison, je te rejoins là-dessus. Mais le scénario, moi, il m'a vraiment plu. Pour la petite anecdote, moi, j'ai mis sur ma tablette uniquement le concours de longueur parce qu'on pouvait le faire sur France Télé et ça, c'est assez sympa de le souligner. Et le scénario était dingue parce que t'as Gale qui tape directement à 8,33 m dès le premier saut et on se dit, waouh, mais il y a une marge de fou. Et après, il mord un peu. T'as un Chinois qui fait 8,33 derrière. Franchement, ce concours, il a été dingue. Et moi, je suis très content que Mattia Furlani il gagne parce que quand on avait fait un podcast avec Kevin Mayer, moi j'avais dit je suis un peu déçu et les deux garçons ils m'étaient un peu tombés dessus en me disant ouais, tu peux pas être déçu d'un gamin de 20 ans. Ben là mea culpa, il est exceptionnel. Ouais, franchement, ça fait plaisir de voir la jeunesse prendre le pouvoir aussi. Mais faut quand même savoir, dans ce concours, le quatrième, c'est Simon Ehammer, qui va faire le décathlon un peu plus tard dans la semaine. Il fait 8,30, c'est-à-dire que les quatre premiers sont en 9 cm. Alors effectivement, ça va pas très loin, mais c'est serré et c'est aussi des choses qui nous font vibrer, nous, devant notre télé. Donc c'était assez sympa à suivre ce concours de saut en longueur. Même si, franchement, il manquait, pour moi, un des favoris au podium, c'était l'Australien Adcock, qui s'est fait sortir en série, en qualif. Et on l'avait vu à la finale de la Diamond League, il avait fait des sauts à 8,15, 8,20, 8,23, il était hyper régulier dans ces eaux-là. On se disait, ah, c'est bon, ce mec, il peut pas se trouver, et il sera là au championnat du monde. Et moi, j'avoue que dans des jeux de pronostics, je l'avais mis, d'ailleurs, dans les jeux de pronostics que tu avais mis sur ton compte, sur ton compte Instagram, Étienne, je suis pas mal placé en ce moment là. J'espère que je vais pas perdre trop de place aujourd'hui là. Et il manquait aussi les Français. C'est vrai que c'est un peu la déception. Ouais. Bon, je pense que vous en avez parlé au moment des qualifications. C'est vrai que c'est une petite déception, notamment Erwan Konaté. Moi, j'avais beaucoup d'espoir en lui. D'ailleurs, celui qui termine du coup cinquième du concours, le Hongrois, Bulgare peut-être. Bulgare, Sarah Bulgare, Bolikov. pardon. Ouais. Sarah Ouais. Boyakov, Ouais. ouais. Et si je me trompe pas, c'est lui que Erwan Konaté bat au championnat d'Europe Espoir. Du coup. Exact. Ouais. Donc c'est vrai qu'on se dit, ah, il y avait quand même, peut-être pas pour le podium parce que ça va quand même un peu loin, mais en tout cas, il y avait de la place en finale et c'est vrai que ça, c'est la petite déception. Et mon autre interrogation, je sais pas si vous allez pouvoir me répondre, c'est pourquoi Echevarria était pas au championnat du monde? J'ai C'est une vu bonne qu'il avait question. ressauté un petit peu, mais je crois Bah oui, qu'il oui, rentrait c'est pas pour ça, moi il j'avais fait une rentrait- vidéo sur lui parce que, bah, Echevarria, voilà, pour le coup, là, on voulait quelqu'un qui saute loin, c'est quand même un mec qui a 19 ans à sauter à 8 mètres à plus de 8 mètres 80, et il avait
était blessé, il avait un peu arrêté sa carrière. Et là, il était revenu, il s'entraîne avec Ivan Pedroso en Espagne. Justement, on sait qu'il y a un très très gros groupe en Espagne sous la houlette de Ivan Pedroso. Il a sauté à presque 8,30 m cette Il année. a fait 8,24 cette année, ouais. 24, Ouais, voilà, assez tôt dans la saison. Mais sauf que les minima World Athletics c'était 8,27, donc il n'était pas qualifié via les minima. Et à mon avis, il avait pas assez de compètes pour être au ranking. Ouais, mais il a fait assez tôt dans la saison et après, je sais pas il a dû se reblesser. J'avoue que j'ai pas vu. C'est vrai que c'était une des déceptions. J'aimerais bien revoir Echevarria et justement, c'est avec des gars comme ça que Furlani va pouvoir aller plus loin parce qu'on le sait, c'est aussi dans l'adversité qu'il se pousse et que les performances elles montent. Mais chez Vaeria, t'as raison. Il faut qu'on le revoie tout simplement parce que ça faisait 4 ans qu'il avait pas ressauté. Et là, cette première année, pour moi, c'est une année un peu de transition. Il va se remettre dedans et nul doute que l'année prochaine, il va éclabousser. Alors pas les championnats parce qu'il n'y a pas forcément de grands championnats. Mais même s'il y a une organisation qui va voir le jour, Ultimate Championship avec un top 8, top 10, top 8, top 10 des meilleurs mondiaux. Donc ça va être assez intéressant. Mais s'il est pas qualifié, on le verra sur les bilans. Je suis en train de regarder la road to et le ranking, mais il avait 1195 points Echevarria et je crois que j'arrive dessus là. Le dernier qualifié, il est à 1196 points. Ah ouais. C'est le premier non pris. Il a le même nombre de points que Erwan Konaté et ils ont dû prendre Erwan Konaté et peut-être pas Echevarria ou alors il est blessé, je sais pas, mais en tout cas, à la road to, il est pas qualifiable, il est juste derrière Konaté. Okay. Donc voilà, ceci explique cela peut-être, mais c'est vrai que c'est dommage parce que pour l'année prochaine et dans les années à venir, pas l'année prochaine, mais ouais, si on verra, mais dans les années à venir, si Echevarria se réentraîne avec son coach là, ça risque d'être sympa et on peut revoir là des sauts. Erwan Konaté, ouais. Ouais, ça fait un groupe sympa. Hein. Konaté, il s'est chauffé avec Pedroso. Ouais. C'est bien. Bah pour l'instant, ça lui a quand même réussi malgré tout. Il fait quand même une belle saison, même si là il passe un peu à côté sur ses championnats du monde. Il prend un titre espoir, il bat son record perso qu'il n'avait pas battu depuis des années. Ça reste une belle saison quand même pour le Français. Complètement, surtout qu'il a changé en cours d'année, donc c'est jamais facile aussi de se réadapter. Une petite parenthèse sur Sarah Boyokov, qu'on avait vu cet hiver, champion d'Europe indoor à Apeldoorn, dans les Pays-Bas. Il a 21 ans, ça veut dire que ces jeunes, Mattia Furlani et Sarah Boyokov, c'est des très bons jeunes. Sarah Boyokov qui finira 5e. Franchement, moi j'ai hâte de les revoir sauter. C'est deux techniques, c'est deux profils complètement différents et les deux peuvent aller super loin et j'ai déjà hâte de les revoir. C'est assez dingue quand même. Pour finir cette petite parenthèse sur la longueur de mon côté, Tintoglou, pour moi c'est une très très grande star qu'on admire beaucoup depuis des années et franchement le voir aussi douloureux. Alors on l'avait vu en délicatesse cette saison avec ses chevilles, ses mollets. Là apparemment c'est le mollet et ça a laissé la porte ouverte à des plus jeunes comme Mattia Furlani, mais c'est quand même un très grand champion, il faut le souligner. Ouais, Tintoglou, c'est une légende du saut en longueur. Hein. Il est peut-être pas allé à plus de 8,65, hein, mais déjà c'est pas mal. Mais il a tout gagné. Il a tout gagné 2 fois. Franchement, il a régné sur la longueur pendant plusieurs années. Et ça, franchement, c'est très très fort dans une discipline qui est un peu traumatisante et qui est surtout qui est dure. On peut vite faire un 0. Non, lui, il était toujours là en grand championnat. C'était très très fort. On va passer à la perche féminine. Là, on avait une Française d'engagée avec Marie-Julie Bonin. Un concours qui a mis du temps à décoller. Hein. Permettez-moi le jeu de mots. C'était vraiment pas foufou au début et ça s'est un peu emballé sur la fin avec la victoire de Katie Moon à 4,90 m, ce qui est une très belle perf. Triplé pour Katie Moon, c'est 3 fois championne du monde d'affilée, c'est quand même vraiment très très fort au saut à la perche également. Devant Sandy Morris, 4,85 m. Elle a cru qu'elle était championne du monde à un moment donné. Et ça s'est vu, elle y croyait. Et en plus, Katie Moon, elle passe à son dernier saut, dernière tentative, elle frôle la barre. On se dit, bon, elle va tomber, tant pis, ça sera Morris. Et non, Morris, je suis sûr, elle y a cru, mais elle devait être dégoûtée. Elle a fait un petit sourire de façade, mais elle était dégoûtée, c'est sûr et certain. Et Marie-Julie Bonin, qui finit 8e avec 4,65 m. Très frustrant pour Marie-Julie Bonin. Est-ce que c'était accessible? C'était jouable en vrai, Étienne? Dis-nous ce que t'en penses. Marie-Julie Bonin, elle a des qualités de vitesse. Il lui manque vraiment la technique. On en avait parlé avec Mathieu Collet dans un preview la semaine dernière. Il lui manque vraiment. Si elle passe un cap technique, elle va être imbattable. Déjà, juste pour revenir sur Sandy Morris, tu dis qu'elle a cru être championne du monde. C'est pas la seule. Je vais vous donner une petite exclue. J'ai fait une vidéo Sandy Morris championne du monde. Elle était préparée et tout parce qu'en fait pour moi le concours était gagné, je voyais Katie Moon qui était en difficulté à 4,85 et en vrai j'étais vraiment content pour elle parce qu'il faut savoir que Sandy Morris du coup avec ce titre elle est 4 fois vice-championne du monde. C'est horrible. Elle est vice-championne olympique, elle se blesse en qualification à Tokyo, elle se qualifie pas aux Jeux Olympiques à Paris, elle a 33 ans et on voit que c'était une de ses dernières opportunités et vraiment
pour toute sa carrière. Il y a que 4 femmes dans l'histoire qui ont passé 5 mètres au saut à la perche. Elle en fait partie. Et on se disait, allez, enfin, un grand titre pour elle. Un titre majeur, parce qu'elle est championne du monde en salle, mais on sait que la salle, ça a quand même pas le même retentissement. Il n'y a pas toutes les filles qui sont là. Et on se disait, enfin, un grand titre pour elle. Et ben non, encore une fois, ça passe pas. À chaque fois, il y a toujours quelque chose qui fait que Sandy Morris, c'est l'éternel deuxième du saut à la perche. Donc c'est vrai que c'est une déception. C'est une déception pour elle, sûrement. Et c'est vrai que c'est triste, son histoire. Et pour te répondre sur Marie-Julie Bonin, j'ai vu aussi son interview sur France Télé, qui était très intéressante, où elle dit justement qu'elle est déçue. Elle fait 8e mondiale et elle est déçue parce qu'elle n'arrive pas à mettre en place ce qu'elle veut d'un point de vue technique. Elle dit elle court vite, mais voilà, techniquement, c'est pas ça. C'est son défaut, on le sait, hein, elle a des énormes qualités physiques pour le coup, Marie-Julie. Mais techniquement, elle a encore elle fait encore des petites erreurs, quoi, qui lui permettent pas de sauter très haut. Mais il faut savoir qu'elle est encore jeune. En fait, son titre mondial, c'est énorme et on pourra jamais lui enlever. Mais il arrive peut-être un peu tôt dans sa carrière, dans le sens où en fait elle est pas encore à ce niveau-là pour aller se battre avec toutes les meilleures, je pense. Et du coup, peut-être que des gens en attendaient trop d'elle. Moi, je trouve que si on enlève son titre mondial, en fait, 8e sur un championnat du monde, c'est sa place pour l'instant. Et on sait qu'elle peut aller plus haut. Comme on l'a dit, Sandy Morris, elle a 33 ans. Cathy Moon, elle doit aussi avoir plus de 30 ans. On voit Renaud Lavillenie, on voit la perche, on peut performer assez tard. C'est une discipline qui est très technique, qu'il faut appréhender. Donc oui, pas tout le monde est vraiment Duplantis. Et du coup, je pense qu'elle va encore beaucoup progresser avec les années et j'ai beaucoup d'espoir en elle pour les prochaines années. Moi, je pense qu'elle est à sa place. T'as tout à fait raison. Au-delà de ça, elle réalise la deuxième meilleure performance de sa saison l'été. Donc c'est quand même elle est là, elle est prête au bon moment. Je pense que elle est en forme. On sait qu'elle a eu des petits pépins il y a quelques semaines, si je dis pas de bêtises, petite tendinite. Elle fait 4,70 en Pologne dans un super concours. 4,65, ça se joue à pas grand-chose. 5 centimètres à la perche, on le sait. Je pense qu'elle est en train de prendre la mesure un peu de ce que c'est le très haut niveau face à des filles qui font 4,80, 4,85, 4,90. Ce concours-là, il était dingue parce qu'on a 3 filles, Moon, Morris et Sudtej, la Slovène, qui ont un palmarès long comme le bras, qui sont des filles très expérimentées, qui savent ce que c'est un concours de très très haut niveau. Et non, franchement, un respect à Marie-Julie Bonin. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça à la perche féminine et on a hâte de la revoir déjà aux Europes l'année prochaine parce que il y a de quoi faire un podium, voire mieux. Ouais, Soutej, t'en as vite fait parler, mais elle a 37 ans, elle fait Ouais. 4,80, elle est à 2 centimètres de son record perso. D'ailleurs, on le voit, hein, 4,85, elle tente même pas les sauts, elle est cramée, elle a même peur, je pense. Elle s'est dit, ouais, j'ai fait le saut de ma carrière. C'est son premier podium international en extérieur. Elle a déjà fait des podiums en indoor, mais en extérieur, au niveau mondial, en tout cas, c'est son premier podium. Donc ça prouve aussi, comme tu disais Étienne, qu'on peut perfer longtemps à la perche. T'imagines qu'elle a presque 15 ans de plus que Marie-Julie. Donc ça laisse du bon pour l'avenir pour Marie-Julie, d'autant qu'il y a une nouvelle génération qui va arriver là, avec les sœurs Moll, Anna et Amanda, qui finissent juste devant Marie-Julie au nombre d'essais, qui elles sont encore plus jeunes que Marie-Julie. Voilà, on est peut-être dans un tournant du saut à la perche avec une fin de génération qui gagne encore des médailles, hein. Les 3 premières, voilà, c'est l'ancienne génération. Mais derrière, ça pousse et on espère en tout cas que Marie-Julie Bonin prendra le bon wagon. Elle a peut-être, comme tu disais aussi Étienne, que son titre de championne du monde cet hiver, ça lui a fait peut-être un petit peu griller les étapes et du coup, elle se brûle un peu les ailes cet été. Mais ça va rebondir tout ça là. Marie-Julie, ça se voit qu'elle est faite pour aller haut et qu'elle va aller haut dans le futur. Mais c'est vrai que le podium, on l'a dit du coup. Sutej, 37 ans. Je viens de regarder Cathy Moon, elle a 34 ans. Et du coup, Sandy Morris a 33 ans. Donc voilà, elles ont toutes au moins 10 ans de plus que Marie-Julie. Et en fait, la perche, c'est une discipline qui est tellement technique qu'en fait, on apprend tout au long de sa carrière. Et du coup, c'est pas étonnant que des filles performent encore aussi tard. Donc en fait, oui, elle a le temps. Et ce qui est bien, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment la tête sur les épaules. C'est quelqu'un qui est vraiment très intelligent, Marie-Julie. Et je me fais pas du tout de doute pour elle. Et en plus, bon, on le voit, le podium n'était pas accessible, donc il n'y a pas de regret. Encore le podium, il jouerait à 4,75 premier essai. On se dit, ok, mais 4,80, je pense que c'est encore un poil trop haut pour elle, donc je pense qu'il n'y a pas de regret sur cette finale. Franchement, une très belle finale. Et juste pour finir un peu sur ça, Cathy Moon, quand même triple championne du monde. Bon, ça c'est assez dingue. Ouais, c'est franchement une légende. Elle égale le record de Yelena Isinbayeva, il me semble, qui avait fait 3 fois aussi championne du monde. Donc ça veut dire que c'est pas n'importe qui. Yelena Isinbayeva, franchement, on est sur du très 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 lourd. Et Marie-Julie Bonin, c'est le bon wagon à accrocher, ça c'est sûr. Cathy Moon, on en parle
on dit les filles de championnat ou quoi. Elle, pour le coup, c'est vraiment une fille de championnat. Elle a pas un record perso. Elle a jamais passé 5 mètres. Et pourtant, elle a un des plus grands palmarès de l'histoire de la perche féminine. Parce qu'en fait, elle est toujours là au meilleur moment. Et on l'a encore vu aujourd'hui. Elle passe 4,90 comme ça, son dernier essai au bout du concours. C'est vraiment une fille qui se transcende à chaque fois dans les grands championnats. Ouais, c'est ça les grands champions. Les amis, on va enchaîner avec le 3000 mètres steeple féminin. On avait là aussi une Française engagée, Flavie Renoir. C'était une course, voilà, on en a vite fait parler tout à l'heure. Le 1500 mètres masculin, c'est une course qui se joue très tactique. Le 3000 mètres steeple féminin, c'est parti au rupteur, à fond devant directement. Il y a eu deux groupes, celle qui allait gagner et celle qui allait se battre pour les accessites. Et Flavie Renoir qui avait battu son record 8,14 en série. Et là, elle finit 13e de la course, 9,25. Voilà, c'est sa première finale mondiale, c'était ses premiers championnats du monde, elle a pris beaucoup d'expérience, elle est encore elle aussi très jeune, donc on espère pour elle qu'elle aura appris et qu'elle va revenir encore plus forte dans les années à venir, et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais devant, ça s'est vraiment battu dans une course qui a été marquée par pas mal de chutes, de bousculades, à commencer par une des favorites, l'Ougandaise Chemutai, qui est tombée. Et je sais pas si toi, Étienne, t'as l'info, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah, elle tape la barrière, quoi. Après, je vois qu'elle est avec quoi qu'il y avait beaucoup de secours et tout autour d'elle, mais quand on revoit le ralenti, elle tape avec sa jambe derrière qui reste, en fait. Ah, mais elle a Et dû se qui faire prend. très mal Mais parce elle que a ça. dû vraiment se faire mal Ouais. parce que, ouais, elle a pas réussi à se relever et autour, on voyait beaucoup de secouristes qui étaient là. Et c'est vrai que, comme tu as dit, c'était une des favorites, championne olympique à Tokyo sur cette même piste il y a 4 ans, donc, Non, chez Moutet out, ça laissait la porte ouverte pour les filles qui ont dominé la saison. La favorite de cette course était Winfred Yavi, la Bahreïnie. Il y avait Faith Cherotich également, il y avait Nora Geruto. Bref, elles étaient encore 3-4 à pouvoir jouer la gagne. Et Yavi restait la favorite, mais elle s'est fait déboîter dans les derniers 200 mètres. C'est bien simple, elle s'est pris 5 secondes en 200 mètres par Cherotich. Cherotich, petite jeune Kenyane de 21 ans, si je dis pas de bêtises, qui là vraiment a montré qu'il fallait compter sur elle dans les 10 ans à venir parce qu'elle a un kick final. On en parle beaucoup du kick final sur les courses masculines, mais elle a été capable d'avoir un kick sur une course qui allait vite. Donc franchement, elle s'annonce comme une future grande de cette discipline et le record du monde pourrait être très en danger dès l'année prochaine à mon avis. 8,44-32, c'est ce que j'allais dire, le record du monde du 3000 mètres steeple femme. Quand on voit que là, ça se court quand même à des grosses allures, parce que c'est le record du championnat en 8,51, franchement, je me dis que c'est fortement possible. Par contre, Étienne, tu vas nous dire aussi ce que t'en penses. Pour avoir un record du monde en Diamond League, ça a été un enfer cette année, on en a même pas battu, parce que les lièvres, ils ont pas été forcément au niveau, parce que c'est très dur d'avoir un niveau suffisamment élevé pour aller chercher par exemple 6-7 minutes de course, tirer Cherotit ou Xavi sur un Yavi plutôt. Xavi le footballeur. Je suis pas sûr qu'ils soient aussi bons, mais Yavi franchement, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des lièvres de luxe et on les a pas sur ces épreuves-là. complètement. Mais surtout sur le steep, c'est assez compliqué parce que, bah, il y a les barrières ce qui fait que, bah, il faut des filles qui soient capables de courir très vite parce que c'est des allures énormes tout en passant les barrières. Et en plus, bah, ça fait ralentir. On sait que souvent les meilleures coureuses, c'est pas les meilleures techniciennes. Et du coup, c'est compliqué aussi pour les lièvres, du coup, à cause de ça, de gérer les allures. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver des très bons lièvres sur le steeple. Et pour revenir sur Cherotich, qui gagne à 21 ans, euh, moi, surtout ce qui m'a impressionné sur son dernier 200, au-delà de son kick, c'est la technique. Elle a mis une claque technique à Yavi, parce qu'on pense toujours que la technique, c'est bien passer c'est-à-dire avoir un beau franchissement. Mais en vrai, avoir un beau franchissement, c'est bien, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'approche de la barrière. C'est-à-dire pas perdre de temps quand on arrive sur la barrière. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire dans tout le dernier tour. On le voyait, à un moment, elle était presque décrochée par Yavi, mais en fait, sur chaque barrière, elle revenait, alors qu'elle les passe pas très bien, les barrières. Mais par contre, elle ne piétinait pas, elle perdait aucune vitesse à l'approche des barrières. Elle arrivait parfaitement à les intégrer dans sa course. Et en fait, du coup, à chaque fois, elle recollait, et on le voit sur la dernière rivière, où elle la passe à la Kenyane, les deux jambes sur le côté, sans mettre les pieds, elle retombe dedans. Mais en fait, elle arrive avec tellement de vitesse sans piétiner qu'elle peut directement repartir, alors que Yavi, elle se plante dans l'eau. Et c'est pareil sur la dernière barrière, Yavi, j'ai l'impression qu'elle la passerait jamais. Et c'est un problème de beaucoup de filles sur le steeple qui piétinent devant chaque barrière, qui perdent énormément de temps, qui doivent relancer derrière. Et elle, j'ai l'impression que c'est pas un problème qu'elle a. Elle passe n'importe comment avec les deux pieds sur le côté, mais par contre, elle ne piétine pas, elle ne perd pas de vitesse, et c'est ça le plus important au final.
Et je pense que Yavi, au-delà de son problème technique, comme tu l'as dit, je pense qu'elle était cramée aussi. Ouais. Ça aide pas, c'est sûr. Elle s'arrête pas. Et quand t'es cramé, c'est sûr que tu vas t'écraser dans la rivière, tu vas t'écraser sur la dernière et j'ai même cru qu'elle allait finir troisième. Je pense qu'elle était au bout du rouleau. Elle a subi la chaleur et la moiteur que Cherotich n'a pas subi et tant mieux pour elle. En tout cas, c'était pareil. C'était une course avec un beau finish. Ça faisait plaisir à voir. Il y avait de l'écrémage. Même si on aurait voulu voir Flavie un peu plus, on l'a pas vu de la course au final. Flavie, Elle a c'est un chuté peu aussi, dommage. du coup. Hein. Oui, Ouais, chute. elle a Ouais. été prise dans une chute. Ouais, c'est pour ça aussi qu'elle fait 9,25, qu'elle est loin derrière. Mais ouais, c'était une course rocambolesque, on va dire. On va enchaîner avec les qualifs aujourd'hui et les séries qui concernaient notamment nos Français. On avait 3 Français engagés au triple saut masculin et la première mauvaise nouvelle est venue de Melvin Raffin avant le concours qui passe en zone mixte. Je fais oula, qu'est-ce qui se passe, Melvin? Blessure à l'ischio-jambier pendant le concours, pendant l'échauffement de son concours de qualif. Donc vraiment dommage pour lui avant tout et pour l'équipe de France puisque c'était une chance de potentielle médaille. C'était pas une certitude, mais il était là pour jouer la médaille. Melvin Raffin, 17,52 m à Talence, il était dans les 4 meilleurs performeurs mondiaux de l'année. Ça pouvait matcher. Malheureusement, ça sera pas le cas cette année, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il a trouvé ce qui lui convenait en termes d'entraînement avec Anthony Yaïch. Et j'espère que ça va s'inscrire dans la durée et qu'ils vont éviter les blessures par contre, parce que c'est vrai que peut-être que c'est une méthode qui est un petit peu rude pour Melvin. Il faut trouver ses marques. Là, ça fait que quelques mois qu'ils sont ensemble les deux. Alors ça a très bien marché, mais la blessure est venue au pire moment. Donc il va falloir éviter ça maintenant et continuer de progresser. Et Melvin Raffin, de toute façon, c'est un talent brut du triple saut mondial et ça serait pas normal qu'il nous ramène pas des médailles au moins au niveau européen dans les années à venir. Il y avait 2 autres Français, c'est Thomas Gogois qui malheureusement passe à côté de son concours de qualif malgré un premier saut magnifique mais mordu. C'est vraiment, ça doit être vraiment frustrant pour lui. Il avait vraiment plus de 17,10 m dans les jambes aujourd'hui. Et celui qui s'en sort le mieux de côté français, c'est Jonathan Seremès qui fait 17,07 au dernier essai, qui sauve sa qualif au dernier saut. Et 17,07 m, c'est très bien. Il va pouvoir jouer un top 8, peut-être même un top 5 si ça se goupille très bien pour lui. Donc vraiment, on a hâte de voir la suite de ce Français. Bah oui, c'est celui qu'on attendait le moins des 3 qui passe en finale. Mais en vrai, il a fait un très beau concours et les 3 avaient fait tous les 3 plus de 17 mètres cette saison. Donc en vrai, on pouvait espérer les 3 en finale. Malheureusement, c'est pas le cas. Bon, Melvin, en plus, c'est parce qu'il a même pas pu défendre ses chances. Et comme tu l'as dit, c'est une grosse déception. Honnêtement, pour moi, c'était une grosse déception, Melvin. Bah, parce que vraiment, il avait un coup à jouer. Euh, on sait qu'en plus, ce 17,52, c'est pas, je pense qu'il peut même faire mieux. Comme tu l'as dit, c'est un talent exceptionnel. Il faut pas oublier qu'il fait 17,20 en junior, en salle, sur un Record du monde à l'époque. Hein. record du monde, ouais, record du monde junior, sur un concours de qualif où la limite il termine pas son saut parce qu'il sait qu'il est largement qualifié. Et voilà, et depuis il a enchaîné les blessures et du coup là le revoir blessé, c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant. Et on se dit, on espère qu'il va pas avoir une carrière qui va être complètement gâchée par les blessures parce que ça serait vraiment dommage parce que c'est quelqu'un qui est très très talentueux, qui court très vite. Je me rappelle, il avait fait du 60 mètres, il a été champion de France du 60 mètres en salle, en À junior, je Nantes, crois. 6,75. Ouais. J'étais. Et ouais, non, c'est vrai, c'est quelqu'un qui court très 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 vite et on sait que c'est important sur le triple saut. Et c'est quelqu'un vraiment qui a des qualités de fou et un triple sauteur que j'adore voir sauter en plus, qui est très très beau à voir sauter et du coup c'est une déception. On espère qu'il pourra se remettre. C'est un coup dur quand même parce qu'il était troisième au bilan. Hein. Troisième au bilan, franchement, quand on sait le triple saut et quand on sait la densité qu'il pourrait avoir en finale, et c'est ce qui sera le cas, franchement, Melvin, c'est un très très coup dur pour l'équipe de France. Le plus grand coup dur, ce sera pour lui évidemment, parce qu'il va falloir qu'il se remette de ça. Se péter à l'échauffement, ça va pas être facile du tout à accepter. Et voilà, mais je pense qu'il est quand même entre de bonnes mains. Juste pour finir avec Jonathan CRMS, 17,07 en qualif, c'est le la sixième meilleure performance des qualifications. Et moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire même au podium, hein, parce que c'est fortement possible, parce qu'il y a eu quand même un des grands favoris d'après moi, Jordan Diaz Fortune, hein, qui est l'Espagnol, troisième meilleur performeur mondial de tous les temps. L'année dernière à Rome, champion olympique, il passe à travers, il avait pas fait une grosse saison, hein, il avait fait 17-16, 17-17, je sais plus exactement cet été, mais attention à Jonathan CRMS, attention à la surprise, la cote doit être belle et moi je mettrais un petit billet sur Jonathan CRMS au podium. Mais là aussi, il y en a un qui est passé à la trappe, c'est le chinois Ruting Wu qui avait fait 17,68 m. Et lui, pareil, il passe à la trappe. Il a fait 16,74 et ça passe à 16,83. Donc ça devient ouvert. T'enlèves Raffin, t'enlèves ce chinois. Il y a pas, il y a l'Espagnol là qui est en méforme.
qui sera pas là non plus. Ça devient très ouvert. Andy Diaz Hernandez, l'Italien, il sera là lui, mais il est pas saignant. Hugues Fabrice Zango, il est plus sur une fin de carrière, mais bon, on sait jamais. Mais attention, moi je vois bien un petit CRMS jouer le top 5, voire plus. Mais Pichardo sera là, Scott m'a l'air solide et Tricky est sur une très belle fin de saison. Donc il va falloir d'ailleurs Tricky qui est licencié à Montpellier chez nous. Va falloir suivre ça avec intérêt. Mais c'est vrai que CRMS, pourquoi pas une petite pièce sur lui. Bah oui, il y a beaucoup de gros noms, mais en vrai, il y en a beaucoup qui sont plus au top de leur forme, quoi. C'est ce qu'on dit. Parce que, bon, avec Fabrice Zango, tu l'as dit, pareil pour Pedro Pichardo, qui sont vraiment tous les deux en fin de carrière. Et Andy Diaz, qui a quand même un record à 17,80, et là, qui passe avec 16,94 par la petite porte. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a de la place, qu'il va être assez ouvert ce concours. Pourquoi pas? Et c'est encore plus rageant, du coup, en pensant à Melvin, quand on voit ça, du coup. C'est clair. Et en plus, pour même extrapoler sur Melvin, moi, j'avoue que c'est une grosse déception plus générale, parce que pour moi, c'était un peu, je sais pas ce que vous en pensez, une de nos dernières chances de médaille française qui s'envole. Il en reste pas beaucoup. Gressier et Schrub sur 5000, ils vont faire le doublé. Ouais. Mais c'est vrai que, voilà, moi j'avais fait une vidéo, j'avais fait les 5 chances de médaille française, et ces 5 chances-là, elles sont toutes du coup passées maintenant. Jimmy, il reste encore le 5000, mais voilà, Abs qui est passé à travers. Hilary qui est pas passé à travers, mais qui fait malheureusement 4e. Il y avait Melvin et jusqu'au Maté qui fait 7e de la finale, qui va en finale, mais qui fait malheureusement 7e. Donc il reste quoi? Il reste Bourgoin, sur qui on peut compter. C'est possible. Bourgoin-Bordier, les 2 B. J'ai envie ça serait une grosse surprise quand même. Oui, c'est sûr, parce que c'est pas le 10 km, mais ça serait une belle surprise, mais moi j'ai envie de croire. Mais il y a eu des grosses surprises. Et on l'a vu sur la marche, notamment, avec les conditions, des énormes surprises. Sur le marathon aussi, on a vu les grosses surprises. Ouais. Sur les longues distances comme ça, c'est vrai que. Pourquoi pas? Il peut y avoir des grosses surprises. Il est sur une bonne dynamique, en tout cas. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. On te réinvitera, Étienne. C'est vrai que, quand je l'ai vu, ça m'a fait un petit pincement au cœur en me disant, il en reste plus beaucoup là maintenant. C'est vrai. Mais Jonathan a l'air fort. Moi, franchement, Jonathan a l'air fort et je pense qu'il peut aller chercher un 17-20, 17-30 et pourquoi pas une médaille de bronze. Je pense que ça peut largement suffire, un 17-20. Cette année, c'est possible. En tout cas, j'ai l'impression. On passe au 200. Ah bah ouais, là il y a de quoi dire aussi là. Oh oui. Alex, tu vas te régaler. Non, franchement, les 200, moi j'ai adoré aussi. Dès les qualifications, j'ai trouvé que les athlètes étaient déjà très en canne et j'ai envie qu'on parle directement du 200 mètres femmes. La grande absente, on vous l'avait dit, c'était Juliane Alfred qui participera pas. Grade 1, petite déchirure, on va appeler ça comme ça, sur le 100 mètres apparemment. Moi, je pense que c'est plutôt de la peur de Melissa Jefferson, mais ça c'est mon avis et uniquement le mien. Mais celle qui a fait un gros temps d'entrée, c'est Battle, l'américaine, 22,07. On l'avait vu un peu venir, mais pas tant que ça, parce que c'est le meilleur temps de sa saison. Elle s'est éjecté des starts vraiment de la meilleure des façons. Un gros virage, une grosse ligne droite. Je pense qu'elle en a sous le pied. Ça va être un beau duel avec Melissa Jefferson. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vas-y. Non. Vas-y. Oui, ça va être un beau duel, mais honnêtement, je vois pas qui va prendre le titre à Melissa Jefferson, malheureusement. Mais c'est vrai qu'elle a été très impressionnante. Et en tout cas, le doublé semble vraiment tout défini avec. Bon, en vrai, pour moi, j'ai l'impression qu'après ces séries, on a déjà le podium, quoi. C'est ça qui est un petit peu. Je suis d'accord avec toi. Ouais. À part grosse surprise, parce que Shericka Jackson a quand même fait une bonne impression. Ouais, c'est quand même une grosse spécialiste du 200. C'est plus la Shericka Jackson qui vaut 21,5, mais bon, c'est quand même c'est une fille qui a déjà couru 21,5, donc forcément c'est une fille qui va très très vite, et même à 80-90%, on sait qu'elle peut aller chercher un podium mondial. Donc voilà, moi je pense que le podium il est déjà dessiné. Malheureusement, je pense que la première place échappera pas à Melissa Jefferson, mais en vrai, on sait jamais. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle a fait une très belle impression battle sur la série, ouais. Et là, pour le coup, il n'y a pas vraiment eu de surprise. Toutes les favorites sont passées. Franchement, il n'y a rien à redire. Marie-Josée Talou, Dina Asher-Smith, presque les 8 premières des séries. On peut presque dire que ça sera les 8 finalistes. On pourrait enlever les demi-finales et passer direct à la finale. Ouais, quasiment. Franchement, une ou deux près maximum. Franchement, il y aura certainement 4 américaines en finale. Ça, c'est quand même aussi assez notable. En vrai, là, quand je regarde, je vois Darin Leita qui est 12e. Ouais, je vois aussi Amy Hunt qui peut aussi sortir une grosse course. Parce que Darin Leita, c'est une vraie déception sur le 100 mètres quand même. Elle fait 9,95 en relâchant en série. Elle se loupe complètement en demi-finale. Je me dis, elle va peut-être vouloir 10,95. Mais c'était quand même très impressionnant, quoi. 10,95 en relâchant, quoi, en étant très relâchée. Elle passe complètement à côté des demi-finales. Et on sait que c'est une fille qui est douée, donc en vrai,
Bon, elle peut Ah, passer en finale, mais pas plus. Le podium, ouais, pour voilà, moi, on en a parce que ouais, le podium il est joué quasiment. Tu l'as ah dit, ouais. Jefferson, Battle, Jackson. Allez, peut-être que Asher Smith, Asher Smith, je la trouve pas mal cette année, moi, et je l'aime bien en fait aussi. Oui, Donc, moi aussi, je l'aime bien. je suis un peu pris dans ce jeu-là. C'est dommage. Mais voilà, on va pas dire grand-chose de plus sur les cadors. On verra les demi-finales, ça va nous en dire plus déjà. Par contre, ce qu'on peut dire sur le 200 mètres, c'est qu'on avait une Française quand même, Hélène Parisot, de qui on attendait quand même pas mal de choses. Là, elle passe par la petite porte, mais elle se qualifie. Elle fait 22,90. Elle est qualifiée au temps. Ce qui est sûr, c'est que elle, si elle veut être en finale, il va falloir qu'elle explose son record. Il va falloir qu'elle fasse moins de 22,40. Ça, je pense que c'est la base. Mais pourquoi pas? Même si elle n'a pas montré qu'elle était dans une très grande forme sur ce demi-tour de piste là. Couloir 2, demi-finale 1, face à Amy Hunt, Shericka Jackson. On sait que son petit gabarit, cette vélocité et tout, ça peut l'aider, en tout cas, ça va moins la désavantager qu'une Shericka Jackson qui serait au 2, ce serait catastrophique d'après moi. Mais attention, qu'elle se rapproche de son record, ce sera déjà bien. Et si elle arrive à être top 14, top 12, ce sera déjà, à mon avis, très très bien. Dans la demi-finale 2, et je trouve intéressant de vous dire les couloirs parce que ça a quand même une incidence un peu moins parce qu'on a 9 couloirs sur cette piste à Tokyo, donc on peut décaler un tout petit peu, le couloir 1 étant balisé tout simplement. Dina Asher-Smith sera aussi face à Melissa Jefferson au 7. Là aussi, attention parce que Melissa Jefferson, elle va devoir s'employer un peu plus et attention au chrono, peut-être 21-7, 21-6 en demi-finale, ce qui serait un très très gros chrono, loin du record du monde, mais attention, il y a dans la troisième demi-finale Marie-Josée Talou. Battle, ça peut être aussi une super battle. Par contre, je viens juste de repenser à Shericka Jackson. Je me dis, elle aura peut-être le tout petit supplément d'âme que elle va être très revancharde parce qu'il faut se rappeler que c'était sur cette piste que je pense qu'elle a connu la plus grande déception Ouais. de sa carrière. Ouais, Oh c'est là vrai. là. 2021, Jeux Olympiques en série, elle était la grande favorite avec Hélène Thompson-Hera à l'époque, mais grande favorite du 200 mètres. Elle était au sommet de son art. Et elle relâche en série, elle voit pas les filles revenir, elle se fait sortir parce que les filles la passent sur la ligne. C'est une erreur complètement folle et je pense que ça c'est un truc qu'elle s'en remettra jamais parce qu'elle n'a toujours pas de titre olympique et je pense que malheureusement elle n'en aura sûrement jamais. Et c'est vrai que c'était sur cette piste-là que cette mésaventure lui est arrivée. Et tu me permets de faire une transition toute trouvée parce que je sais pas si vous avez vu aussi vous, mais il s'est passé exactement la même chose chez les garçons avec quelqu'un de moins fort et moins impressionnant, mais l'Américain Robert Gregory qui allait finir troisième de sa course, il a relâché. Finalement, il finit cinquième, 20,43. Et pour 6 millièmes, il passe pas en demi-finale. Scandaleux. Lui, j'espère qu'il va se prendre une branlée par la Fédé, par son coach, par sa femme, c'est du grand n'importe quoi. C'est un scandale. Bref, ça nous permet d'aller parler du 200 mètres masculin des séries. Et là aussi, il s'est passé des choses. Moi, franchement, j'ai été estomaqué par le Jamaïcain Brian Level, qui avait fait 19,69 cette année. Là, il fait 19,84. Alors, je me suis permis de faire quelques petites recherches sur les données sur sa course, les analyses de sa course. Déjà, il fait 19,84 en finissant quasiment en marchant. Donc, déjà, rien que ça, l'impression visuelle, elle est incroyable. Je pense qu'il peut faire 19,50. Et 19,50, t'es vraiment pas loin du titre, à mon avis, cette année. En plus de ça, il va être frais. Lui, il fait que le 200 mètres. Tous ses concurrents, les Lies, Tebogo, Bednarek, tous ces gars-là, ils ont fait le 100 mètres déjà, 3 tours de 100 mètres. Donc ça va être dur pour eux. Et au-delà de ça, Brian Level, dans le premier 100 mètres, il fait 10-17. Alors voilà, Bolt, il a fait 9,92 quand il fait 19,19. C'est incroyable. 10-17, c'est très bien pour le premier 100 mètres en virage. Je vous le rappelle, déjà 10-17 en ligne droite, c'est bien, mais alors en virage, c'est exceptionnel. Pour info, Noah Lyles à Budapest, quand il gagne en 19,52, il passe en 10,26 dans son premier virage. Et après, Lyles, on sait que sa fin de course, c'est un gros point fort, il n'y a pas de souci. Cette année, il a fait 10,44 à Lyles, aujourd'hui, là, sur son premier. Donc, il se prend 3 dixièmes par Brian Level. Bednarek a fait 10,34, donc il se prend presque 2 dixièmes. Et Tebogo, lui, il a fait 10,55 dans le premier 100 mètres. On a vu qu'il est mal sorti des starts et qu'il n'a pas fait une bonne mise en action. Bref, ce Brian Level, moi, je pensais que c'était peut-être un mec qui avait fait une course comme ça et on allait pas trop le voir au chemin du monde, mais non, il est très fort. Il a fait 9,82 au 100 mètres cette année. C'est ce que je viens de voir, ouais. Donc vraiment, ce mec-là, attention, il est frais, il est rapide. Moi, je mets une pièce sur ce mec-là, au moins pour le podium, du coup. Ouais, non, ouais, 9,82, j'avoue que je l'avais. En fait, il finit quatrième des sélections jamaïcaines. C'est vrai que la Jamaïque, qui est revenue, on nous parlait un peu du trou en Jamaïque ces dernières années, à l'après-Bolt et tout ça. Mais là, cette année, ils sont revenus en feu complètement sur le sprint. Ils font 1 et 2 sur 100 mètres.
Là, Brian Level très très impressionnant sur le 200. En vrai, c'est vrai que la Jamaïque est assez impressionnante. Et sur le 4x100, il risque de faire très mal. Ouais, franchement, très très fort. Et ce Brian Level, il m'a donné la même impression qu'Alex. J'ai l'impression il va les manger jusqu'aux 180 mètres. Je pense que personne n'est capable de partir aussi fort que lui, même si Ben Arek avait déjà fait un très très gros virage, pas aujourd'hui, hein, mais dans sa carrière. Mais je vois Brian Level être très très fort, faire 19,50. N'oublions pas qu'il y avait même pas de vent sur cette course-là. On y rajoute plus 1. C'est pas prévu. Alors à Tokyo, ils ont pas annoncé des conditions de vent. Le stade est très encaissé, mais on y rajoute plus 1. Le gars va faire 19,40. Ce duel-là, et c'est même plus un duel, c'est même plus un plan A3. Je sais même pas ce que c'est. Une orgie de performance qui nous attend dès les demi-finales. C'est pas que Level, parce qu'il y a Courtney Lindsay qui a fait 19,95, Ben Arest qui a 98 très facilement, Noah Lyles aussi très facilement en 99. Franchement, tout le monde a été super facile. Même Tebogo, moi je l'ai trouvé très en canne, même s'il est pas à l'aise sur sa sortie de star, sur son virage. Sa parole, je trouve un peu moins bon. Et j'ai envie de finir cette petite parenthèse avec Van Niekerk, sud-africain. Grand kiff de le revoir courir 20-19, qualifié très facilement au temps à la place. Ça me fait plaisir parce que lui, il a été recordman du monde du 400 mètres et c'est pour moi un très grand champion qu'on a de retour. Il l'est toujours d'ailleurs. Hein. Toujours. Évidemment. Ouais, dans ces 200 mètres là, ça nous a vraiment mis l'eau à la bouche. Je pense que ça va être un peu la course de ces championnats en termes de sprint. Parce qu'il y avait le 100 mètres masculin, c'était bien, mais franchement, on savait que les Jamaïcains, ils allaient tordre Noah Lyles. Le 400 mètres, c'est du sprint? Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça dépend pour qui. Mais là, ils sont beaucoup parce qu'il y a des mecs dont on n'a pas vraiment encore parlé. Parce que il y a Good, moi j'ai envie d'en parler, même s'il a pas fait une grosse impression, peut-être un peu déçu. Il a fait un meilleur virage que quand il avait fait 20,04. Il a fait donc un moins bon finish que ce qu'on lui connaît. Peut-être la pression, le stress. Il a vu Level loin devant, il s'est dit qu'est-ce qui se passe, je suis nul. Je pense qu'il s'est posé des questions, Good. Mais moi, c'est un mec que j'espère voir en finale. J'aimerais juste le voir en finale et je me dis voilà, ça serait gagné pour lui et ça me ferait plaisir parce que je pense que c'est un mec qui peut tout éclater. Étienne, dans les années à venir, tu le vois comment, Good, toi? Alors, dans les années à venir, pas de doute. Sur ces championnats, malheureusement, j'y crois pas beaucoup parce que il faut savoir qu'en fait, l'Australie, c'est limite pire que les États-Unis pour ça. Ouais. Leur saison commence très très tôt. Et Good, il courait au mois d'avril déjà sur des 200 mètres en extérieur et même en mois de mars, je crois d'ailleurs. Ouais. Et du coup, je pense que aussi ce qui explique qu'il fait pas une si bonne fin de course, c'est que je pense qu'il est cramé en fait. Je pense que là, la saison, il est très jeune, la saison est très longue et c'est très bien pour lui. Il vient prendre de l'expérience. Hein. On se rappelle Bolt, il vient aussi en 2007 au championnat du monde. Voilà, même plus tôt, je crois. Non, 2005, parce qu'en 2007, il fait médaille sur le 200. Oui, il fait médaille, voilà, mais il vient en 2005 et pareil, il fait pas grand chose, mais c'est pas grave. C'est bien, il vient voir ce que c'est, le très haut niveau, il vient prendre de l'expérience. Et je pense que c'est une bonne chose. Donc honnêtement, j'ai beaucoup d'espoir pour lui à l'avenir. Sur ces championnats, non. Et parce que comme vous l'avez dit, le niveau est très très relevé pour aller en finale. Contrairement chez les filles, là pour le coup, là le podium il est pas du tout dessiné. Parce que t'as dit quelques noms, mais il y a aussi Makaravu qui a couru 19,91, pareil, avec une impression de facilité assez folle. Et moi, je voulais aussi revenir sur Van Niekerk, qui m'a vraiment impressionné pour le coup. Franchement, il fait un très beau premier 100 mètres. Il relâche ensuite. Évidemment, je le vois pas non plus aller faire podium, mais c'est vrai qu'on le revoit à un bon niveau. Et Tebogo, je pense qu'il joue la comédie. C'est plutôt un comédien quand même, Tebogo. Je l'ai trouvé quand même pas mal sur le 100 mètres. Il était plutôt bon sur les derniers 200 fin de saison. J'ai l'impression qu'il s'est préparé pour ces championnats. Je pense qu'il a voulu s'économiser ou en tout cas cacher son jeu et que c'est pour ça qu'il est parti aussi doucement. Et après, quand il bouge sa tête, il fait exprès et tout ça. Et ça m'étonnerait de pas voir Tebogo se mêler à la lutte pour le podium. Honnêtement, je serais très étonné de pas le voir à la lutte pour le podium. Tu vois qui gagne. Si tu devais te mouiller là, maintenant, on va se mouiller tous les trois. Pas Brian Level. Ok. Je pense que c'est le plus fort, mais c'est toujours pareil. C'est toujours dur quand t'arrives comme ça sur un premier championnat, la première fois que t'es favori. Voilà, c'est pour ça. Honnêtement, à l'expérience, je regarde la liste à côté de moi. Il manque les demi-finales, mais bon, on va comme ça, là, je vois Noah Lyles gagner. Moi aussi. C'est trop. Ah ouais. Moi, je le vois pas sur le podium. C'est trop. Voilà, je pense qu'il va gagner, mais je pense que ça va être très très serré. Ah, moi, je le vois même pas sur le podium. J'annonce Level, Tebogo, Ben-Narek. Mais là, il fait podium sur 100 mètres, alors qu'il a fait une saison très mauvaise sur 100 mètres, quoi. Et le mec en championnat, il a un truc en plus.
Je sais C'est pas, vrai. je l'aime pas. Si. Je peux comprendre, mais c'est vrai qu'il c'est un coureur de championnat pour le coup. Ça, on peut pas lui reprocher. Non, il est trop Ah, fort. c'est clair, Il va gagner. c'est mort. Ah ouais, tu crois? J'ai pas envie. Toi, t'adores Tebogo, tu devrais dire Ouais. Tebogo. Ouais, mais là, Level m'a vraiment impressionné. Mais c'est vrai Ouais, que c'est Tebogo m'avait impressionné aussi dans ses derniers 200 mètres. Mm. Il m'a impressionné en demi-finale du 100 mètres Ouais, c'est pour également. ça. Je pense qu'il s'est chié dessus. J'ai Il doit pas le de doute sur regretter sa parce forme, que honnêtement. en Ouais. finale du 100 mètres, je pense qu'il pouvait aller battre Noah Lyles parce que 9,92, il était capable de non, 9,89, il était capable de les faire, Tebogo. Complètement. Il doit être vraiment déçu de ça. Et sur le 200, il va être pas mal, je suis d'accord. Mais moi, ce Level, vraiment, là, il m'a fait vraiment une très, très grosse impression. Écoutez, on va voir. En tout cas, on n'a pas parlé encore de Ryan Zezé, qui s'est lui aussi, Ouais. comme Hélène Parisot, qualifié autant pour les demi-finales. Il a fait 20-23, c'est son season best. Moi, je pense que c'est son niveau. Ryan Zezé, il est à sa place. Peut-être s'il arrive à élever son niveau, il peut faire un petit 20-10, 20-15 en demi-finale. Ça devrait pas suffire pour aller en finale. Mais en tout cas, voilà, il est en forme au bon moment dans la saison. Et c'est un petit peu les craintes qu'on avait en début de saison quand on le voyait beaucoup courir lui aussi au mois de mars. Il avait fait le Grand Slam Track, il avait couru aux États-Unis sur plein de meetings. Je me souviens qu'on s'était dit, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'ils soient en forme au Grand Championnat. 20-23 en série. Pour moi, c'est son niveau. C'est ce qu'il vaut, Ryan Zezé. Donc, il est en forme au bon moment. Allez, un petit 20-15, 20-10 et ça sera une bonne saison pour Ryan Zezé. Après, j'espère pour lui qu'il sera en finale. Hein. Mais ça me paraît quand même compliqué quand on a vu énumérer tous les cadors qu'il y avait. Il y a les deux Zimbabwéens, il y a tous les Américains. Zarnell Hughes, on en a même pas parlé, mais m'a fait une belle impression aussi. Franchement, le 200 mètres masculin, les demi-finales vont être vraiment très très intéressantes, les gars. Ça, c'est une certitude. Et Ryan Zezé va affronter Good, Tebogo, Lindsay, Brian Level. Aïe. Bah déjà les deux premières places sont très très difficiles à. Couloir 3 pour Ryan Zezé, couloir 4 pour Good. Ouais, C'est un petit duel. Voilà. Ouais, il va partir plus vite, mais bon. Normalement, il peut bouffer good sur le premier 100 mètres. Hâte de voir ça quand même parce que franchement, je Et pense Tebogo Level, ça va Degri. être sympa là. Ouh. Ouais. 14h24. 14h02, pardon. Jeudi. Demain. Ok. Donc ça va être assez stylé. Présent. Ouais. On passe à deux courses, Étienne, si tu le veux bien. Deux courses qui ont eu lieu tout à l'heure. Le 400 mètres et les demi-finales. Femmes d'abord. Avec, sans surprise, Funkable qui domine, qui ultra domine la spécialité en l'absence de Sidney McLaughlin qui est stratosphérique sur 400 mètres. Mais, vu ton petit rictus, je pense que t'as peut-être un petit doute, c'est ça? Non, j'ai pas de doute. C'est quand tu dis sans surprise. En fait, c'est plutôt que moi j'ai été surpris. Malgré qu'elle domine, j'ai quand même été surpris. Parce oui, ok. que j'ai été surpris. Non, parce que tu dis sans surprise, Funkable qui domine, comme si c'était normal. Et oui, Non, elle est trop forte. Funkable qui domine, c'est vrai. Mais par contre, j'ai été surpris par sa course. Ouais. Parce que j'ai l'impression que, alors que cette année, elle m'a pas fait forcément une plus forte impression que les autres années. Mais là, sur ce championnat, j'ai l'impression qu'elle a peut-être encore passé un cap. Après, on sait que Funkable, c'est quelqu'un qui est, malheureusement pour elle, assez forte quand elle est toute seule devant. Ouais. Et qu'elle a plus de mal à la bagarre. On l'a vu l'an dernier aux Jeux Olympiques où elle s'effondre complètement contre Sidney McLaughlin. Alors qu'on sait qu'elle a les moyens de venir la titiller. Et à chaque fois, elle n'a jamais réussi à le faire. Et elle a jamais été aussi forte que quand McLaughlin n'était pas là. Notamment en salle, où elle est très forte parce que McLaughlin ne fait pas la salle. Et là, on voit qu'elle est complètement libérée. Elle est complètement à son affaire. C'est la grande favorite. Et quelle impression, quoi. 52-31. Ouais. Elle est tout en relâchement. On se dit que, ouais, il y a vraiment, alors, le record du monde est stratosphérique, malheureusement pour elle, mais il y a vraiment un gros chrono à aller chercher. Il y a un très, très gros chrono à aller chercher, je pense. Un petit 51, à mon avis. Oui, voilà, je pense qu'elle peut tourner autour de son record qui a été fait à la chaux de fond en plus en 50-95. Ça serait elle confirmerait ça. Et ouais, je pense faire moins de 51, c'est quand même très 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 chaud. Hein, mais elle va tourner dans ces eaux-là, c'est une certitude. Après, c'est un peu aussi sa façon de courir. Elle, on a toujours l'impression qu'elle force pas, mais ça va toujours très vite. Elle relâche aussi dans les 30 derniers mètres, tu vois. Là, clairement, elle franchit la dernière et ça laisse filer, c'est très très impressionnant. Donc on est d'accord pour dire que elle va se balader en finale, il y aura pas de souci. Par contre, pour la deuxième et la troisième place, j'ai presque envie de dire que tout le monde peut être sur la deuxième ou troisième, sauf peut-être la Jamaïcaine, mais encore, pourquoi pas. Dalila Mohamed, ça serait la belle histoire pour sa dernière course de sa carrière, ça serait vraiment magnifique. Zapletalova, la Slovaque qui s'entraîne, je crois, avec Femkebol, ça pourrait être aussi la belle histoire le groupe d'entraînement aux deux premières places. La Panaméenne, Woodruff, qui m'a fait quand même une belle impression, mais bon, elle met une claque à son record en demi-finale. Comment elle va récupérer de ça? Comment elle va assumer son nouveau statut, entre guillemets?
Franchement, c'est pareil. Coquerel, la vice-championne olympique, qui s'est aussi un peu touchée dans la dernière ligne droite. Il y a moyen qu'elle soit forte, avec un schéma de course hyper intéressant où elle fait tout de la bonne et après elle alterne et après elle finit tout de la bonne. Et du coup, ça peut lui permettre d'attaquer fort les 3 dernières ruées. Et ça, c'est quand même assez intéressant dans le cadre d'une dernière ligne droite d'un grand championnat. On l'a vu l'année dernière contre Femke Bol, justement. C'est là qu'elle a fait la différence. Franchement, cette finale du 4H, elle va être vraiment assez intéressante, au-delà du fait qu'il manque Sydney McLaughlin. Que Femke Bol va gagner, c'est une certitude. Derrière, ça va être sympa à suivre. Alors, c'est plus pour les puristes comme nous que pour le grand public, mais ça va valoir son pesant d'or quand même. Ouais, complètement. Non, mais en vrai, j'étais en train de regarder la fiche de Woodruff, du coup, la Panaméenne, qui a 31 ans. Et c'est vrai qu'à 31 ans, elle vient d'exploser son record, quoi. Elle avait un record à 53,7. Ouais, elle fait 52,6. Ouais, 1 seconde 1 de mieux. Donc ouais, c'est vrai que c'est assez fou. Donc, et c'est vrai qu'on l'attendait pas pour le coup forcément sur le podium, mais là elle relance le suspense pour le podium parce que c'est vrai qu'on pensait vraiment les Américaines qui allaient derrière Femke Bol, je voyais bien les Américaines faire 2 3 4 limite. Et du coup bon, elle relance un peu le suspense derrière, mais bon, comme tu l'as dit, c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser. Je pense que Femke Bol va gagner très facilement devant et derrière ça fera ce que ça fera. C'est des belles courses quand même. Franchement, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que Femke Bol, franchement, si elle arrive à battre le record d'Europe, c'est le sien entre guillemets, 50-95. Pourquoi pas le record du monde 50-37, ça me paraît être impossible, mais pourquoi pas. Mais pourquoi pas le record d'Europe, ça ferait un deuxième record d'Europe, c'est très très bien après celui de Duplantis qui est aussi le record du monde. Et là j'ai envie d'enchaîner. Et Étienne, là il va falloir que tu tranches parce qu'avec Alex on n'est pas du tout d'accord sur cette prédiction de la dernière épreuve. C'est sur le 400 mètres et hommes. Moi je vois ma spécialité en plus. Parfait. Karsten Warholm, champion du monde évidemment, recordman du monde dans la course du 400 mètres haies de Tokyo, et je peux vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai trouvé les statistiques, elles sont super intéressantes de ces dernières courses, et notamment de la course qui a eu lieu hier, tout à l'heure, je me rappelle plus. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Il y a tellement de courses, je me rappelle plus. Et jetlagué, Steph. Ouais, vraiment. Il finit en 47-72. Okay. Nul. C'est nul. Le record du monde, son record du monde, 45-94, réalisé sur cette piste à Tokyo il y a 3 ans. Ok, bon. Mais, au passage aux 200 mètres haies, 21-90. 21-90. Quand il bat le record du monde, il fait 21-93. Ok. Passage aux 300 mètres aujourd'hui, 33-92. Quand il bat le record du monde il y a 3 ans, sur cette même piste, 33-87. Il finit après avoir fait 33,87, 12 secondes 07 pour finir en 45,94. Là, il se la touche, il finit en footing, il finit en 47,72. Moi, je vous le dis, il s'est touché pendant 300 mètres, il va battre le record du monde, c'est tout. Qu'est-ce que t'en penses, Étienne? Honnêtement, je pense que c'est possible. Et je pensais pas, et je pense que c'est possible, mais plus que sur cette course, même sur sa saison en général. C'est vrai que le record du monde, moi je me rappelle très bien pour le coup quand il l'a fait. Comme tout le monde, je pense que j'étais sur le cul. Je pensais que c'était impossible de courir moins de 46 secondes au 400 haies. Je pensais que c'est quelque chose qu'on ne verrait jamais. Je pensais vraiment que c'était impossible. Et quand il l'a fait, je me suis dit, waouh, c'était la course d'une vie. Voilà, il y avait tout qui était aligné. Il refera jamais ça. Et là, cette saison, toute la saison, il est monté en puissance. Il a été très bon. Il a fait des très grosses sorties. Il fait un tout petit 46. En plus, et on sait que c'est un homme de championnat pour le coup. Il bat ses records sur 300 et il bat le record du monde, mais en fait, qu'il batte le record du monde, à la rigueur, c'est pas très grave, mais pour le coup, il explose les chronos, justement, qu'il faisait dans l'année où il bat le record du monde en 2021, parce qu'il avait déjà fait un 300 et aussi cette année-là. Il avait à peu près fait la même saison, et là, il en avance sur tous les temps de passage de la saison par rapport à la saison de 2021. Et on sait qu'il s'était préparé spécifiquement pour ces championnats du monde. Oui, je suis d'accord que le chrono d'aujourd'hui, il a pas d'incidence, ça veut absolument rien dire. Même si il faut faire gaffe parce que pareil, c'est bien revenu fort sur lui sur la fin et en vrai ça va, mais ça fait toujours un peu peur les mecs qui relâchent beaucoup comme ça parce que c'est dur de remettre le petit coup quand les autres reviennent de derrière. Mais non, et je suis assez d'accord avec toi. Mais est-ce que battre le record du monde ça suffira pour gagner? C'est la question. On l'a déjà vu dans l'autre sens. C'est vrai. Benjamin a déjà explosé le record du monde et n'a pas gagné la course. Je vous parlais du 300 mètres haies, là, le chrono là que je vous ai donné 33,92 aujourd'hui. Benjamin Ray, il passe en 34,10. Donc c'est à peine moins bien, mais par contre une
une telle aisance, une foulée C'est exceptionnelle. ça. Alex, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, c'est là où je voulais en venir. C'est que déjà, je pense que Warholm ne va pas battre le record du monde et que Warholm ne va même pas gagner la course. Pas parce qu'il est pas meilleur qu'en 2021. Je pense qu'il est meilleur qu'en 2021. Je pense qu'il est plus fort qu'en 2021. Le problème, c'est que t'as beau être plus fort, il y a 10 obstacles qui sont placés toujours au même endroit et il faut s'adapter aux Ouais. obstacles. Et je pense que Warholm, il est meilleur. Ça, j'en suis sûr maintenant. Mais son schéma de course, il est trop en forme pour battre le record du monde et pour optimiser son schéma de course. Il est trop proche des haies dans la toute première partie de course. Je pense qu'il va très vite, ok, il passe plus vite qu'en 2021 sur le record du monde. Mais je pense qu'il crame beaucoup d'énergie parce qu'il doit mettre de la fréquence dans les 200 premiers mètres et qu'il arrive cramé dans la dernière ligne droite. C'est que là, aujourd'hui, certes, il a relâché, mais je pense qu'il n'était pas capable de finir en moins de 47 ou en moins de 46,50 parce qu'il est cramé de ces 250, 300 premiers mètres où il doit se forcer à raccourcir sa foulée pour rester en 13 foulées. Et c'est là que Ray Benjamin est beaucoup plus à l'aise et que je vois, moi, personnellement, Ray Benjamin être champion du monde. Alors, le record du monde, c'est encore une autre histoire. C'est vraiment très fort. C'est vraiment stratosphérique, comme tu dis souvent, Stéphane. Mais je pense que Warholm va être battu parce qu'il est trop fort. Et c'est quand même fou de dire ça. Mais c'est vrai, t'as complètement raison, c'est quelque chose qu'il faut signaler. Bah, pour le coup, moi, je faisais du 400 quand je faisais de l'athlétisme. Et c'est vrai que c'est une discipline très particulière, le 400 pour ça. C'est une discipline où des fois, être en forme, ça va contre toi. J'ai eu l'exemple il y a pas longtemps là, avec Fantin Christie, je sais pas si vous avez suivi au championnat de France. Ouais. Ouais, voilà, qui pareil était extrêmement en forme et je le vois après la course et il me dit en fait j'étais trop en forme et du coup je loupe complètement ma course parce que j'arrive beaucoup trop près de mes haies et du coup il est à la place de les franchir, on dit franchir les haies, bah il les saute parce qu'en fait il est trop près de la haie et du coup il perd du temps parce que plus longtemps on reste en l'air, plus on perd de vitesse. Et oui, c'est une des disciplines, c'est une des spécificités du 400 haies, c'est que des fois quand on est trop en forme, bah c'est pas une bonne chose. Et je suis d'accord avec toi, c'est vrai que sur son début de course, bah, tu l'as dit, il est parti très vite. Et bah, il était trop près de ses. Il a dû mettre beaucoup de rythme. Et c'est vrai que ça pompe de l'énergie. Et c'est pas le plus efficace, c'est pas le plus efficient. Et on sait quand même que Warholm, c'est le record du monde, mais c'est pas le meilleur technicien quand même. Ouais. C'est quelqu'un qui a un schéma de course, mais qui a du mal à s'adapter, voilà, qui est assez raide quand même sur ses franchissements. Ray Benjamin, je trouve, est un beaucoup plus beau technicien. Et du coup, c'est vrai que sur une course comme ça, en plus à la bagarre, à la confrontation, sur une dernière ligne droite où ils sont en train de se battre, c'est possible que Ray Benjamin ait un petit avantage. On l'a vu l'an dernier aux Jeux Olympiques à Paris, mais s'il arrive, je sais pas comment, par quel miracle, à tout mettre bien en place, il peut sortir dans la dernière ligne droite avec de l'avance. Et du coup, là, par contre, s'il est devant et qu'il voit pas Ray Benjamin, je pense que là, il gagnera. S'il arrive à avoir suffisamment d'avance aux 300 mètres, je pense qu'il arrivera à tenir jusqu'au bout et gagner la course. Après, on sait que cette épreuve a eu une très grosse progression là depuis 10-15 ans avec le gros gap qu'il y a eu quand Karsten Warholm bat le record du monde. Il faut pas oublier d'ailleurs Alisson Dos Santos que j'ai trouvé un peu moins bon quand même. Là cette année, je me méfierais un peu plus des Qataris, Samba, Abakar ou même Nathanaël, hein, le Nigérien que j'ai trouvé très impressionnant. Mais ce gap-là, est-ce qu'on va pas arriver à la limite, toi, d'après toi, Étienne, du chrono, là, du 400 mètres et qu'est-ce qu'il faudrait pour aller chercher un 45-6, 45-5? Bah, si, on arrive forcément à une limite. Ouais. Je pense pas qu'on puisse descendre beaucoup plus bas que ça. Là, si on bat le record du monde, on le rebattra jamais comme on l'a battu. Ouais. Ça se jouera à des dixièmes. Parce qu'on l'a dit, en fait, il faudrait limite, je crois qu'ils partent en 13 foulées, du coup, tous. Ouais. Il faudrait limite pour passer en 12, en fait, pour pouvoir repasser un cap, et je pense pas que ce soit humainement possible, en tout cas pour l'instant. Et non, et puis en plus, on s'approche trop près des chronos du 400 mètres. Au bout d'un moment, le mec, il fait 45,9, c'est-à-dire que c'est des mecs qui valent quoi, 42 au 400, c'est plus possible, quoi. Déjà, on n'a jamais su vraiment ce que valait Warholm sur un 400 mètres parce qu'on n'a jamais réussi à lui faire faire quand il était très en forme. À chaque fois, ça a été plutôt décevant. Contrairement à Ray Benjamin qui a des bonnes références pour le coup. Mais dans tous les cas, on sait que c'est pas un mec qui vaut pas 43-0. Donc au bout d'un moment, forcément, il y aura cette limite où ils peuvent pas courir plus vite que ça. Donc il faut rajouter des haies. Ça descendra jamais. Déjà 45,9, je trouvais ça fou. Là, je me dis que c'est possible que ça soit battu, mais ça fera 45,8. 45,8 à tout casser, quoi. En tout cas, c'est une des courses qu'on attend avec impatience depuis longtemps. On sait qu'ils sont trois à se tirer la bourre, mais Dos Santos, t'en as vite fait parler, Stéphane. Un petit peu moins bien, ouais. Je pense qu'il est moins bien cette année et là en cette fin de saison, mais je pense peut-être qu'il est dans le même cas que Warholm, qu'il est peut-être trop en forme parce qu'on l'a vu exploser une haie. Je crois que c'était la
deuxième ou troisième Deuxième, haie ouais. parce qu'il est trop proche. Donc voilà, c'est toute la spécificité et toute la difficulté du 4H. Mais moi, c'est pour ça que je trouve personnellement que c'est une des plus belles épreuves de l'athlétisme. Et moi, j'entraîne aussi du 4H et j'adore entraîner le 4H parce que c'est pas forcément les meilleurs qui gagnent, c'est aussi ceux qui ont le bon schéma de course au bon moment. Il y a des questions là dans ce stade, il n'y a pas des questions de vent parce qu'on a vu il est nul, mais des fois, tu as même des questions de vent dans la ligne droite opposée. Bref, il faut s'adapter. Et c'est une épreuve magnifique et on va regarder cette finale avec un grand intérêt, mais il va falloir se méfier. Tu en as parlé également de Nathaniel le Nathaniel. Nigérian, les deux Qataris en finale. C'est quand même beau ça aussi d'avoir deux Qataris et Samba a fait un enfant au final. 3 Qataris, ils sont même 3 Qataris. Qataris. Il y a Emeda, Abakar et Samba. T'es Ah sûr ouais de Emeda? Ah ouais? Ah non, Non, mais là non. je suis sur les séries, pardon. Non, ouais. Mais ils étaient 3 Ouais, c'est Qataris beau, en ouais, demi-finale par contre. Ouais, Il c'est reste costaud, fort. hein. Non, ils sont Ouais, 2 Qataris en finale et ils Ouais. étaient 3 Qataris en demi-finale, ce qui est quand même fou. Il Ouais. a fait 2 enfants quand même parce que Emeda bat son Ouais. record. Il court 48-29 quand même. Il y a quelques Ouais. années, 48-29, tu rentrais facilement en finale. Hein. Ah bah oui, tu faisais des podiums des fois même. Oui, c'est vrai. Non mais c'est vraiment une belle discipline et cette course, la finale là, attends, c'est quand du coup cette finale? Elle est Vendredi, 19 Vendredi. à 14h15. Et là, va pas falloir la rater celle-ci parce que waouh, ça va être peut-être comme à Tokyo en 2021 la course du championnat. Mais attention au couloir, hein. Couloir 4. On sait que tu Carsano préfères Harold. McLaughlin. La course du championnat, elle est demain à 15h24, mais bon. Je suis plutôt d'accord aussi. Hein. Mais à pas avoir deux records du monde. Hein. Ouais. Carsano Harold au couloir 4. Ouais. Ça aussi, c'est son couloir hein, du jour. Mais attention, il préfère le 7, le C'est 8. pas son Benjamin préféré, Ray, ouais. ce sera le 7. Ray Benjamin au couloir 7, ça fait quand même deux couloirs vraiment d'écart, avec Samba qui sera au 5, Nathaniel au 6, et par contre Alisson Dos Santos au 9, à mon avis, on ne fera même pas de la course. À mon avis, il va finir 4 ou 5e. Mais moi, je me suis posé une question en regardant la course de Warholm. Je me suis dit, est-ce qu'il fait pas exprès de finir deuxième de sa course pour avoir le 7? Mais en fait, déjà, c'était un mauvais calcul parce qu'il faut finir premier pour avoir le couloir 7. Ouais. Et donc, finalement, mon raisonnement était pourri. Mais j'ai pas compris pourquoi il a laissé filer cette fin de course comme ça. C'est une bêtise parce qu'il aurait pu avoir le 7. Hein. Au tirage au sort, il aurait pu avoir le 7. Donc, j'ai vraiment pas compris sa stratégie à Warholm sur cette demi-finale. Bref, on va parler du dernier concours dont on n'a pas parlé encore. C'était les qualifs du javelot. On en parle rapidement. Tous les favoris sont passés. Alors il y en a un qui est passé au dernier essai, c'est le champion olympique en titre, le Pakistanais Nadim, qui s'est sauvé parce qu'il avait fait 74 et 76 sur ses deux premiers essais. Il fait 85 au dernier essai. Ça veut dire que c'est une finale qui s'annonce quand même assez sympa avec Weber et Chopra, à mon avis, qui vont se battre pour la victoire. Nadim, on sait pas trop où il en est, mais il faut faire attention quand même aux anciens champions du monde qui ont fait leur season best en qualif. Là, c'est Yego, le Kenyan, et Anderson surtout, qui fait 89 mètres. Et voilà, lui, attention, c'est un mec de championnat, il est déjà double champion du monde. Donc ça peut être une finale qui va être intéressante avec tous ces garçons-là qui peuvent lancer à plus de 90 mètres. Ouais, complètement. C'est vrai que le javelot est assez cool en vrai à suivre ces dernières années, avec déjà pas mal de pays différents. C'est vrai que c'est beau. C'est vrai que pour travailler ces drapeaux, le javelot est assez sympa. On voit Pakistan, Inde, Grenade. Il y a quoi? Il y a Sri Lanka qui est qualifié en finale. Il y a Trinidad les et Indiens Tobago. aussi, qui sont pas passés en finale, je crois, l'Indien, mais si, les deux ouais. sont en finale. Ouais, c'est fort. Hein. Yadav et Chopra. Et c'est vrai qu'on a tous les grands noms et tous les derniers vainqueurs qui sont là, parce que tu as dit Anderson Peters qui a été champion du monde, Yego qui a été champion du monde, Walcott qui a été champion olympique, faut pas l'oublier, en 2012 à Londres. Donc ça fait un petit moment. Chopra qui a été champion olympique, Nadim qui a été champion olympique. Donc c'est vrai que tous les grands noms de la discipline sont là, et ça annonce une belle finale. On sait que Weber est sur le papier le meilleur. Plus régulier en tout cas. Mais ouais, c'est celui qui a lancé le plus loin cette saison. Mais en vrai, voilà, on sait que Nadim, Chopra, c'est des mecs qui sont capables de lancer à plus de 90 mètres aussi. Peters aussi, il l'a déjà fait par le passé. D'ailleurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait 90 mètres dans ce concours. Donc c'est vrai que ça pourrait être un très beau concours pour le coup. Franchement, un très beau concours, tu l'as dit. Moi, je vois vraiment Weber, je pense qu'il est vraiment au-dessus du lot en termes de régularité. Il gagne tout. Chopra, c'est la folie. Peter, c'est la folie aussi. Donc, à voir ce qui va se passer. Et Nadim, pour moi, c'est la grande surprise. La petite anecdote, on était avec Alex au Stade Olympique l'année dernière, à Paris, lors des Jeux Olympiques, et on a vu ce javelot partir, mais loin. On s'est dit, mais il va jamais s'arrêter, il va jamais tomber. On savait même pas qui c'était, sans lui faire offense. Nadim, le Pakistanais, il fait 94 mètres, c'était incroyable. Et j'ai envie qu'il refasse le même exploit. Et je serais vraiment très content qu'il fasse ça, parce que ça a l'air d'être
un gars assez exceptionnel, même si on le connaît pas, mais on voit à sa bouille que c'est un bon gars. Stéphane, t'es de Montpellier, mais t'es un peu de Marseille parce qu'il a fait 92 ans, ouais. 97. Je suis emballé 92. Non, mais ça en reste très très solide. Ils sont 7 à avoir fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7 à avoir fait plus de 90 mètres sur 12 dans cette finale. Donc plus de la moitié des participants ont fait plus de 90 mètres. Alors pas cette année hein, pour tous, mais c'est quelque chose qui sommeille en eux et on sait que ce sont des mecs de championnat ces gars-là et que le javelot en général on se lâche dans la finale du grand championnat de l'année parce que c'est une discipline qui peut être traumatisante. On a toujours un peu le spectre de la blessure à l'épaule ou au coude toute l'année et on veut pas se cramer avant le grand championnat, mais là ils vont faire harakiri. En plus on est au Japon, ça tombe bien. Ils vont tout lâcher et ça peut envoyer des jets à plus de 92, 93 et peut-être même 94, Stéphane. Non, mais c'est vrai que c'est une discipline qui a quand même une belle émulation ces dernières années. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la longueur ou quoi, c'est une discipline qui aussi pendant quelques années, il y a une dizaine d'années on va dire, était assez faible quand même. On va pas se mentir, World Cup quand il gagne les Jeux Olympiques, il gagne avec 85 mètres. Aujourd'hui, 85 mètres, voilà, ça passe en finale, mais je veux dire, on fait plus un podium avec 85 mètres. On est loin de gagner un grand titre. Et ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui recommencent à repasser au-dessus des 90. C'est très cool à voir. On est toujours loin du record du monde, évidemment. Le record du monde qui semble intouchable pour le moment, mais l'émulation, on sait qu'elle amène toujours à se dépasser. Et c'est vrai que c'est cool de voir tous ces mecs à plus de 90 et on pourrait du coup avoir un très beau concours. C'est bon, Steph, t'as plus rien à dire sur ce sujet. On a fait le tour là. Ouais, on a fait le tour du javelot. Mais moi, j'ai une petite question à te poser, Étienne, plutôt sur ton ressenti à toi. Tu sais, nous, avec Alex, on aime bien poser la question un peu à nos invités. Qu'est-ce que tu ressens de ces championnats à Tokyo? Pour moi, ils sont assez exceptionnels. J'ai l'impression que c'est des très très grands championnats du monde. Quelle épreuve aussi t'as envie de voir là, les prochains jours? Qu'est-ce qui t'excite le plus? Moi, je connais la réponse. Oh 400 mètres femmes. Oh, le suspense. Le suspense, il est à son comble là. Évidemment, l'épreuve que je veux le plus voir, c'est le 400 mètres féminin. C'était déjà l'épreuve que je voulais le plus voir avant les championnats et les demi-finales, elles ont juste donné encore plus envie. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais je me dis que voilà. Pour McLaughlin, évidemment, mais bon, il faut pas oublier quand même que les filles derrière, Paulinho, Sawen Nasser, c'est les 3e et 4e meilleures performances de tous les temps. Là aussi, quand on parle d'une discipline il y a quelques années où je me rappelle de titres mondiaux qui se gagnent à 49-92, là, on a complètement changé de dimension ces dernières saisons. Et là, voilà, on se dit, en faisant moins de 49, on n'est pas sûr de faire un podium, quoi. Et déjà, il faut courir moins de 50. Il fallait même limite courir moins de 50 pour passer les séries. Ouais, c'est ça. Ouais, 49-88, t'es pas en finale. Ouais, non mais la discipline, elle a explosé. Et avec ces 3 filles-là qui sont dans les meilleures de tous les temps et qui sont toutes les 3 au moment où elles sont toutes les 3 en très grande forme dans la même finale. C'est vrai qu'on peut s'attendre à quelque chose de complètement fou. Et sinon, pour les championnats en règle générale, je suis d'accord que je trouve que c'est des très beaux championnats qui sont aidés parce qu'en fait, il y a des très bonnes conditions malgré tout, même si c'est pas vraiment le cas sur les longues distances. Mais de toute façon, il n'y a jamais de record sur des longues distances. Il n'y a jamais de record sur des marathons, des choses comme ça dans des championnats. Donc, les performances sont moins graves, même sur un 10 000. Pour tout ce qui est sprint, toutes les épreuves explosives, les conditions sont très bonnes parce qu'il fait chaud, il fait humide, mais c'est pas très grave pour des épreuves explosives. Il n'y a pas de vent et du coup, ce qui fait qu'on a des belles performances et surtout on a beaucoup de surprises. On l'a dit, on a eu énormément de belles surprises, on a eu énormément de belles histoires, on a eu beaucoup de suspense. On voit un marathon qui se joue à 3 centièmes. Donc en fait, on a du suspense sur absolument toutes les épreuves, des retournements de situation à chaque fois. Donc c'est vrai que je trouve que c'est un très beau championnat et c'est une très belle pub pour l'athlète. Et en vrai, je suis très content pour l'instant. Voilà, des fois, on a eu des déceptions. Là, c'est vraiment pas le cas. Alors, en tout cas, c'est sûr qu'on est sur un championnat qui est hyper intéressant pour l'instant. Je pense que ça va continuer. Ça va continuer d'être intéressant. Et en tout cas, nous, aujourd'hui, on a pris le temps de faire un gros débriefing avec toi, Étienne. C'était vraiment sympa de parler, d'avoir ton avis sur et ton œil sur toutes ces épreuves qu'on a eues aujourd'hui. Nous, on va revenir demain pour faire un débriefing, cette fois-ci sans toi, malheureusement. mais on pourra recollaborer. Demain, parce que j'espère que j'aurai une vidéo à faire demain. Oui, quoi qu'il arrive, il y aura une vidéo à faire. Ouais. Mais voilà, nous on va se concentrer sur la journée de demain et les amis, on se retrouve demain pour parler entre autres du 400 mètres féminin et de McLaughlin, Nasser et Paulinho. D'ici là, portez-vous bien les amis et à très bientôt. Merci Étienne, merci Stéphane pour cette session qui était vraiment sympa. Merci à vous les gars. Ciao.